Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. C'est un plaisir de vous retrouver, chers auditeurs. Bienvenue dans le journal de ce mercredi 27 novembre 2024. Tout d'abord, les titres. Il y a un citoyen qui était détenu depuis 6 mois au cachot du service national de renseignement qui est actuellement en état critique à la clinique Prince Louis Guagasole. Ses proches craignent qu'il ne soit exécuté du fait qu'il n'est pas autorisé à recevoir de visite. Le Burundi fait face aux maladies liées à la malnutrition. En effet, 53% des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance. Cela transparaît dans le rapport de l'UNICEF sorti ce lundi. À la fin de ce journal, nous vous parlerons de la spéculation des commerçants dans la vente des boissons Braroudi suite à leur pénurie dans le pays. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement de ce journal. Bonjour ou bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Les habitants de la commune Rugombo en province de Cibitoke qui se sont entretenus avec la RPA sont préoccupés par des patrouilles nocturnes effectuées par des Imbonerakure en possession des armes à feu. Ces habitants demandent que ces pratiques des Imbonerakure soient vite bannies, surtout qu'ils se sont transformés illégalement en agents de sécurité. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Vers 19h, un groupe de jeunes Imbonerakure de la commune Rugombo, en province de Cibitoke, commence les rondes nocturnes portant des vêtements qui ressemblent à des militaires d'un côté et de l'autre des longs manteaux armés de fusils. Les Imbonerakure connus sous les sobriquets de Muhumure, Nyonzima alias Ndaguye Kenya, Mwarabu, Karenzo et Kwizera surnommés Gikoko sont ceux qui prennent le devant dans l'organisation des rondes et de fournir les armes qu'ils utilisent. Les nouvelles venant de Rugombo informe que ces jeunes du parti CNDD-FDD aiment exercer leurs activités de rondes nocturnes sur les rives de la rivière Rusizi, de Ruwa jusqu'à Nyamitanga. Ces Imbonerakure se comportent comme des policiers en arrêtant toutes les personnes qu'ils accusent de faire du commerce frauduleux. Les membres du parti de l'opposition CNL ont très peur car il y a 2 jours, les Imbonerakure ont assassiné un adhérent du CNL l'accusant d'être un voleur. Vers 19h le soir, les Imbonerakure équipés de matériel militaire commencent à circuler portant des vêtements interdits par le gouvernement. Nous savons déjà que les gens armés qui se promènent la nuit ne sont que des soldats. Actuellement, ce sont les Imbonerakure qui se baladent la nuit. Avant-hier, les Imbonerakure ont fusillé une personne l'accusant d'être un voleur. Il est évident qu'il y a des mobiles politiques car le quartier est habité par des membres du parti CNL fidèle à Agathon Rwasa. Alors que le gouvernement du Burundi a mis en place des comités mixtes composés de l'administration, agents de sécurité, les citoyens et la justice pour assurer la paix et la sécurité, les habitants de la commune Rugombo, quant à eux, ont le sentiment que ces comités ont échoué parce que les Imbonerakure font le travail des policiers et ils tuent des personnes sans être inquiétés. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le gouverneur de la province de Cibitoke, Karem Bizoza, pour obtenir sa réaction. Merci Nossa Valentin Singirangabo. Et en page droits de l'homme, un des 6 citoyens détenus depuis 6 mois au cachot du service national de renseignement pour perturbation de la sécurité par jet de grenade serait entre la vie et la mort. Nos sources au sein du service national de renseignement font savoir que Canesius Sabimana a été admis dans le service de la médecine interne à la clinique Prince Louis Guagasole en état critique. Pire encore, il n'a pas droit à aucune visite. D'où ses proches et amis alertent et craignent qu'il ne soit exécuté. Josiane Mouzaneza. D'après les enquêtes déjà menées par les services techniques spécialisés et les dires de ces terroristes présumés appréhendés, l'enquête a déjà établi que ces terroristes sont recrutés et formés, et équipés même en armement au Rwanda, par le Rwanda, et envoyés après
Nous sommes le 11 mai 2024, quelques heures seulement après une attaque à la grenade qui avait fait 38 blessés en plein centre-ville de Bujumbura. Ce jour-là, le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique présentait 6 hommes présumés auteurs de cette attaque. Il était dans les enceintes même du Service national des renseignements. Parmi ces 6 citoyens présentés par Pierre Moulikié comme étant des criminels, figurait Canisius Nsabimana. Ce dernier est un retraité militaire et fait partie du groupe communément appelé ex-FAB. Aussitôt montré sur la télévision nationale, des images de ces présumés criminels ont fait le tour de la toile. Après avoir identifié Canisius, ses proches et amis se sont réjouis et ont poussé un ouf de soulagement. Et pour cause, ils venaient de retrouver la trace de leur portée disparue depuis plus de 2 semaines, après avoir été enlevés par des agents du Service national des renseignements. Mais leur réjouissance fut de courte durée, car c'est la toute dernière fois qu'ils l'ont vu. Selon les enquêtes menées par la RPA, Canisius, tout comme ses 5 co-détenus, ont subi depuis des tortures inhumaines dans le but de leur faire avouer qu'ils avaient bel et bien été envoyés par Kigali pour perturber la sécurité au Burundi, une mission qui semblait impossible vu que 24 heures seulement avant les jets de grenades, 5 de ces 6 présumés criminels montrés à la télévision avaient comparu au parquet dans une affaire similaire, ce qui a d'ailleurs étonné plus d'un qui se sont demandé comment des gens se trouvant entre les mains de la documentation puissent sortir incognito et commettre un tel forfait, puis retourner dans leurs cellules. Dans l'entretemps, des sources de la RPA au sein des corps de sécurité ont révélé que les 6 détenus ont régulièrement été sévèrement torturés, ce qui serait d'ailleurs à l'origine de l'alitement de Canisius Nsabimana. En effet, les mêmes sources font savoir que samedi dernier, c'est-à-dire le 23 novembre, Canisius a été conduit d'urgence à la clinique Prince-Louis Guagasoli, où il a été admis dans le service médecine interne. La chambre lui attribuée est une chambre individuelle, ayant pour numéro le chiffre 21. Ceux qui ont pu l'apercevoir disent qu'il était très affaibli et n'avait visiblement pas mangé depuis un certain temps, ce qui risque d'aggraver son état vu que depuis son admission, il n'a pas été nourri. Les mêmes sources de la RPA au sein des corps de sécurité confirment cette information et ajoute que la chambre est gardée par des policiers qui empêchent même aux médecins soignants d'apporter de quoi manger à leurs patients, d'où les proches et amis de Canisius tirent la sonnette d'alarme et supplient les associations de défenseurs des droits de l'homme et plus particulièrement la CNIDH de suivre de près ce dossier pour que Canisius ne soit pas éliminé comme un certain Matata, ancien membre du parti CNL, mort dans l'audit hôpital après y avoir été conduit par ses tortionnaires, agents du Service national des renseignements. Merci Josiane Mouzaneza. La campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites à l'égard des femmes et des filles est une bonne occasion de sensibiliser, éduquer et poser des actions concrètes pour éliminer ces violences au Burundi. Propos de la directrice du conseil d'administration au sein du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS en sigle. Maître Jeanne d'Arc Zaninyana appelle tous les Burundais à unir leurs forces afin d'agir en apportant du soutien aux victimes et que les auteurs de ces violences soient traduits devant la justice. Suivez Maître Jeanne d'Arc Zaninyana, directrice du conseil d'administration au sein du mouvement MFFPS. Les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre représentent une campagne mondiale essentielle, un appel à unir nos forces pour mettre fin à ce fléau qui détruit des vies et fragilise nos sociétés. Au Burundi, comme dans bien d'autres pays, les violences basées sur le genre continuent de toucher des milliers de femmes, de filles, mais aussi des hommes et des enfants. Qu'elles soient physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles, ces violences laissent des cicatrices profondes non seulement sur les victimes, mais également sur nos familles, nos communautés et notre nation entière. Chaque statistique derrière ces violences raconte une histoire. Celle d'une vie brisée, d'une voix réduite au silence, d'un avenir compromis. Pourtant, nous savons que ces violences ne sont pas une fatalité. Elles sont les conséquences de systèmes de domination, de normes patriarcales et de comportements que nous avons le pouvoir et la responsabilité de transformer. Ces 16 jours sont donc bien plus qu'un symbole. Ils sont un appel à chacun et chacune d'entre nous, aux communautés et aux institutions pour prendre position et agir. Agir pour éduquer et sensibiliser, agir pour protéger et accompagner les victimes, agir pour dénoncer et démanteler les structures qui perpétuent ces violences. Luttons ensemble pour bâtir un monde où chacun peut vivre sans peur, dans la dignité et le respect.
Chaque effort compte, qu'il s'agisse d'une discussion, d'un engagement ou d'une action concrète. Au Burundi, notre culture valorise profondément le respect et la solidarité. Ces valeurs doivent guider notre lutte pour protéger les plus vulnérables et donner une voix à celles et ceux qui souffrent en silence. Les 16 jours d'activisme ne sont pas qu'une campagne, ils sont un cri d'urgence, un appel au changement. Ensemble, faisons en sorte que chaque Burundais et Burundaise devienne acteur et actrice d'un avenir sans violence basée sur le genre. Parlons à présent santé. Les maladies liées à la malnutrition restent au Burundi une menace pour les enfants de moins de 5 ans. L'UNICEF, à travers son rapport sorti ce lundi, indique que l'enquête nationale de 2024 sur la nutrition confirme que 53% des enfants de cette tranche d'âge souffrent de retard de croissance et que seulement 29% des enfants âgés de 6 à 23 mois ont accès à une diversité alimentaire minimale. Le point avec Dani Claire, Ilatkoumba. Dans son rapport sorti lundi dernier, l'UNICEF fait savoir que l'enquête nationale de 2024 sur la nutrition, qui utilise la méthodologie SMAT, Standard Disease Monitoring and Assessment of Relief and Transition en anglais, a confirmé que la malnutrition reste un problème critique de santé publique au Burundi. Cette enquête indique que 53% des enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance, 8% d'émanciation et 59% d'anémie. Les provinces touchées par le dérèglement climatique affichent la plus forte prévalence d'émanciation, ce qui contribue à accroître la morbidité et la mortalité chez les enfants. Cette malnutrition affecte gravement le développement cognitif des enfants, leur potentiel d'apprentissage et leur productivité à long terme, précise ce rapport de l'UNICEF. La situation se présente ainsi au moment où seulement 29% des enfants âgés de 6 à 23 mois ont accès à une diversité alimentaire minimale et que 20% seulement bénéficient d'un régime alimentaire acceptable. Toutefois, ces chiffres représentent une légère augmentation par rapport à l'année dernière, indique ce rapport de l'UNICEF. En 2022, l'enquête SMAT faisait état d'une diversité alimentaire de 2% et d'une alimentation minimale acceptable de 13%. Selon toujours le dit rapport, le gouvernement examine actuellement les résultats de l'enquête et élabore des plans d'intervention avec des efforts en cours pour mobiliser des ressources nationales et extérieures. Merci Dani Claire. Ilatkoumba, le secteur des laboratoires chargés de dépister la maladie de la variole du singe, Mpox, est en train d'être renforcé au Burundi. Selon un communiqué de l'OMS, ce secteur faisait partie des piliers dans la lutte contre cette épidémie, était jusqu'à présent confronté à un manque de personnel qualifié. Et dans l'entretemps, cette épidémie de Mpox continue de se propager. Eric Nyondima pour plus de détails. Ils ont estimé à plus de 120 techniciens de laboratoire qui ont été formés aux techniques d'échantillonnage et d'analyse. C'est le communiqué de l'OMS sorti le 21 novembre dernier, mais publié ce mercredi le 27 sur le site web Relief. Un des techniciens qui ont bénéficié de cette formation a indiqué que cette dernière formation lui a permis de mieux gérer les échantillons lors de cette épidémie de Mpox. Ce technicien a signalé qu'ils ont également reçu du matériel essentiel comme un séquenceur pour faire des tests de diagnostic rapide. Selon le même communiqué, les mesures pour renforcer le pilier laboratoire ont été prises par les autorités sanitaires avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé OMS après avoir évalué la situation. Décrivant cette situation, un technicien de laboratoire médical à l'hôpital de Kamenge à Bujumbura, le district le plus touché par l'épidémie dans le pays, a indiqué qu'il n'était que des techniciens de laboratoire et qu'il prélevait au moins 10 échantillons par jour. Ce technicien avait ajouté qu'ils étaient appelés à travailler même en pleine nuit. Le manque de matériel d'emballage à 3 couches a rendu difficile la manipulation et le transfert des échantillons au laboratoire national, avait-il déclaré. Dr Parfait Shingiro, chef du service de l'information et de la communication sanitaire du Centre d'opération d'urgence de santé publique, a indiqué que la formation des techniciens de laboratoire a été d'une aide précieuse pour décentraliser le dépistage au niveau des districts et impliquer le niveau décentralisé dans la gestion de l'épidémie. Le communiqué de l'OMS indique qu'au 17 novembre, le Burundi était le deuxième pays le plus touché en Afrique avec 2300 cas confirmés de la variole du singe Mpox. Pour rappel, cette épidémie
l'épidémie a été déclarée pour la première fois au Burundi en date du 25 juillet. Merci Eric Nyonzima. Vous pouvez également suivre toutes les émissions de la radio RPA sur nos comptes Facebook, YouTube, X et sur le site web de la RPA, www.rpa.bi. RPA. Clôturons ce journal par la page gouvernance. Les habitants des zones Kinama et Kamenge en mairie de Bujumbura s'insurgent contre les vendeurs des boissons Braroudi qui se cachent derrière la carence de ces boissons pour les vendre à des prix exorbitants. De plus, ces citoyens dénoncent l'inaction des administratifs qui sont d'ailleurs au courant des pratiques de ces vendeurs. Le point avec Rémi Ndelagakura. Au moment où la carence des boissons Braroudi est devenue le quotidien dans les différents pays du pays, pour les vendeurs des produits Braroudi dans les zones de Kamenge et Kinama, cette carence est une opportunité. Notre source dans ces zones affirme que ces vendeurs profitent de cette occasion pour passer au double du prix de vente habituel. Un Fanta qui se vendait au prix officiel de 1600 francs bout s'achète aujourd'hui à 2000 francs bout dans de simples bistrots. Une bouteille d'Amstel qui devrait coûter 3500 francs bout est vendue à 7000 francs bout si on parvient à l'obtenir bien sûr, au moment où le prix d'une bouteille de Primus est passé de 2500 francs bout à 4700 francs bout ou à 5000 francs bout là où on peut la trouver. Ce qui est triste pour ces habitants est que tout se passe au su et au vu des administratifs, mais préfèrent ailleurs. Quant aux forces de l'ordre, c'est devenu une vache laitière pour eux, car ils n'ont pas que pour exiger des ponts de vin à ce vendeur et le laisser tranquille. Ce qui est vraiment triste, c'est que tout se passe aux yeux des autorités. Les policiers, eux, viennent pour arrêter ceux qui vendent au prix contraire à celui de l'État. Une stratégie qu'ils ont trouvée, car après avoir été soudoyés, les personnes arrêtées sont libérées tout de suite et continuent de vendre à ces mêmes tarifs. La RCA a téléphoné l'administrateur de la commune Nahangwa, Ernest Nyozima, pour recueillir sa réaction et lamentation de ces sujets, mais il s'est abstenu de tout commentaire. Merci Rémi Nderagakura. La distribution du courant via l'application Igitoropass est caractérisée par le favoritisme en commune Rugombo de la province de Cibitoke. Certains conducteurs des véhicules sont servis sans aucun problème, tandis que d'autres ne le sont pas. C'est au moment où les autres conducteurs ne reçoivent pas la quantité de carburant qui leur est autorisée. Walter Kwizera nous en dit plus. Il s'agit de l'un des conducteurs de la commune Rugombo qui manifeste ses mécontentements suite au mauvais fonctionnement de la nouvelle application utilisée dans la distribution du carburant appelée Igitoropass. Les chauffeurs dont nous nous sommes entretenus révèlent qu'ils ne comprennent pas pourquoi certains ne reçoivent du carburant que durant des jours limités, au moment où d'autres le reçoivent à n'importe quel moment. En fait, qui leur pousse à considérer ceux qui ont mis en place la dite application comme des fraudeurs. Cette situation est honteuse. Le mois passé, je me trouvais à la station appartenant au Premier ministre et on m'a signifié que je vais avoir le carburant à partir du 17 jusqu'au 24. J'ai reçu ce carburant. Mais après cette date, je n'ai jamais encore été servi. Ça fait une semaine. Comment allons-nous faire vivre nos familles avec cette situation? Mais le plus étonnant, c'est le fait qu'il y a des personnes qui obtiennent le carburant tous les jours. Cela sous-entend qu'elles collaborent avec ceux qui ont inventé cette application afin de vendre donc le carburant frauduleusement. Surtout que nous aussi, nous avons cette application, mais que personne ne nous approvisionne tous les jours en carburant. De plus, ces conducteurs de la commune Rugombo ne cachent pas leur incompréhension quant à l'usage de la dite application, d'autant plus que les magouilles continuent d'être opérées. Moi, je n'ai plus rien à dire. Cette distribution du carburant n'est qu'un vrai business qui est en train de se faire. Ceux qui ont inventé cette application ne font que le commerce. Et par exemple, moi j'ai une voiture de type Probox. Ils m'ont fixé une quantité de 40 litres
par semaine. Pourtant, pour les autres, ils ont fixé la quantité à consommer à 30 litres, qui reçoivent 300 litres par semaine. Personnellement, je considère cela comme un business qu'ils ont mis en place pour avoir un moyen d'être servi de ce carburant à partir des stations-service pour que par la suite, ils le vendent frauduleusement au marché noir. Même le peu de carburant disponible, on ne l'obtient pas. Celui qui l'obtient par magouille à un prix estimé entre 18 et 19 000 francs burundais, il planifie de vendre frauduleusement une bouteille de Kinju à plus de 20 000, donc il aura beaucoup d'argent. Les conducteurs en commune Rugombo demandent au gouvernement de bien revoir le fonctionnement de cette application Igitoropass. Au cas contraire, de les laisser faire de nouveau des longues files devant des stations-service, comme c'était le cas avant la mise en place de l'application Igitoropass. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines pour recueillir sa réaction. Merci à toi, Walter Kwizera. C'est ici que nous mettons un point final au journal de ce mercredi 27 novembre 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes nos équipes rédactionnelles et techniques. Bonne soirée chez vous.